Mathieu Clément pour la chouette. Alors, bonsoir à tous. Donc Mathieu, comme l'a dit Audrey, donc moi je suis salarié, je suis chef de projet au sein de la LPO en Auvergne, et donc je travaille depuis maintenant 4 ans sur la Chevêche avec le parc du Livradois-Forez sur un secteur à proximité de Billon. Donc je vais vous présenter dans un premier temps la Chevêche, la biologie, habitat, et puis ensuite un focus sur le programme d'action en faveur de la Chevêche qu'on a mis en place depuis 2015 avec le parc. Voilà. Alors, je vais partager le diaporama. Tout le monde m'entend? C'est bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un petit pouce. Ouais, moi je t'entends. Tu vois? Tu veux comment? Là, je vois, j'entends rien, je vois. Là, il y a... on entend pourtant. Et là, on Vous avez voit la bien présentation, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc la présentation s'intitule Des chouettes et des hommes. Tout simplement, c'est que cette chouette, elle est quand même bien inféodée à l'homme. On va en parler au cours de la présentation. Donc la présentation, elle dure à peu près une demi-heure. Et puis ensuite, il y a aussi un temps d'échange après cette présentation. Alors, bon, j'imagine que vous connaissez tous plus ou moins les rapaces nocturnes qui sont présents dans la région, mais je voulais refaire un petit tour d'horizon des différentes espèces. Donc, les 9 espèces présentes sur le territoire auvergnat. Donc, en haut à gauche, vous avez donc bien sûr le grand-duc, qui est plutôt une espèce inféodée au milieu rupestre, donc le super prédateur. Ensuite, la hulotte, la chouette hulotte, qui est une espèce assez commune dans la région, qui est une espèce, on va dire, plutôt forestière. Alors, je passe assez vite, hein, parce que le but, c'est quand même de parler de la chevêche ce soir. À côté de la hulotte, donc la chevêche, je vais pas m'attarder dessus de suite. Le hibou des marais, qui est une espèce plutôt rare dans la région, qu'on va pouvoir observer essentiellement en halte migratoire dans la région. En dessous du Grand-Duc, donc en bas à gauche, vous avez une petite chouette de montagne qui est donc la chevêchette, qui est la taille d'un étourneau, d'un merle, donc une espèce forestière de moyenne montagne, de montagne. À côté, le hibou moyen-duc, facilement reconnaissable avec ses aigrettes. Une espèce anthropique, c'est donc l'effraie des clochers, la dame blanche. Qu'on retrouve sur le bâti, hein, qui niche dans les granges, dans les greniers, dans les clochers. Donc une espèce plutôt au sein, enfin qu'on va rencontrer plutôt au sein des villages. Une autre petite chouette de montagne qui est dans une loge de pique noire dans un hêtre, c'est donc la chouette de Tengmalm, qui est également une espèce forestière de montagne qu'on va retrouver essentiellement dans les hêtraies sapinières. Et puis ensuite, le dernier, le petit duc scope, donc une espèce migratrice qui revient à partir d'avril sur ces territoires de nidification. Donc, il est présent sur quelques secteurs, notamment à côté de Cournon. Il est présent aussi en Haute-Loire. Voilà, mais une espèce migratrice. Toutes les autres espèces également, donc le hibou des marais qui est une espèce migratrice, mais autrement, toutes les autres espèces sont sédentaires. Donc la chevêche, elle fait partie des strigidés, hein, qui regroupent donc tous ces rapaces nocturnes, à l'exception de la chouette effraie, qui elle fait partie des titinoïdés, hein, au niveau des familles. Donc après, bon, caractéristiques des rapaces, bien sûr, c'est bec crochu, des cerfs, et les nocturnes ont la capacité de pivoter la tête à 270 degrés. Donc avec une vue perçante et une ouïe très très développée. Alors, Mathieu, je t'interromps parce qu'il y a Isabelle qui a levé la main. ah, Je ne sais pas si c'est... enfin, sincèrement, vu que vous êtes un petit peu nombreux, je pense que, est-ce qu'on peut garder les questions à la fin? Bah oui, enfin, oui,
On peut très parce bien que, faire comme ça. De toute façon, c'était prévu comme ça. ouais. 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Ouais, bah, je préfère que les personnes, enfin les participants, gardent en tête leurs questions ou les mettent dans la discussion. Et puis ensuite, on peut échanger après la présentation. Ça sera peut-être plus simple. On aurait été moins nombreux, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus interactif. Mais vu qu'il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine de participants, Et voire là, peut-être. il y a 22 personnes. Ouais. Voilà. Donc, je préfère que je fais la présentation et puis ensuite, on essaye d'échanger à la fin. Voilà. Ok. Si les règles du jeu enfin, conviennent à tout le monde, je préfère faire comme ça. On parle là-dessus. Alors, à l'écran, vous avez donc la chevêche d'Athéna. Donc, au niveau du plumage, donc elle a une livrée plutôt grise-marron, pointée de taches blanches, et deux grands sourcils blancs qui surlignent les grands yeux jaunes. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce sédentaire. Au niveau de la taille, on est sur un oiseau qui fait un peu plus de 20 cm pour une envergure de 60 cm. Et on est sur un poids entre 150 et 180 grammes, soit le poids d'une grosse pomme. Comme tous les rapaces, la femelle est plus grande, plus grosse que le mâle. Et puis, au niveau de son vol, elle a un vol assez rapide, plutôt ondulé, et elle vole le plus souvent près du sol. Euh, En Angleterre, on l'appelle la chouette des pierres, parce qu'elle est souvent sur des murets en pierre sèche. Et par chez nous, des fois, on peut l'appeler aussi la chouette des pommiers, parce qu'on la retrouve sur les zones de verger notamment. Autre caractéristique, c'est un oiseau, un rapace enfin un rapace nocturne, mais qu'on peut observer en pleine journée. On dit que c'est la plus diurne des nocturnes, hein, donc il n'est pas rare de l'observer sur un piquet de clôture, sur un muret en pierre sèche, sur le faîtage d'un toit. Donc en pleine journée, si vous circulez sur des secteurs où cette espèce est bien présente, il n'est pas rare de l'observer en pleine journée. Alors, j'ai mis cette diapo pour vous montrer que cette espèce, elle est vraiment inféodée à l'homme. Tout simplement, c'est que c'est un oiseau qui est originaire des milieux ouverts du bassin méditerranéen. Et cette petite chouette a progressivement colonisé une grande partie de l'Europe occidentale dès que l'homme a commencé à défricher les forêts pour faire de l'élevage et des cultures, donc il y a plusieurs millénaires. Et suite à ce défrichement, elle a réussi à coloniser une grande partie de l'Europe. Euh, Cette superficie de milieu ouvert, qui est favorable donc à la chevêche, n'a cessé de s'agrandir jusqu'à peu près jusqu'au 19e siècle. Et on peut clairement dire qu'elle est inféodée à l'homme, qui a aménagé donc, son territoire au fil des siècles. Donc bien sûr, après, il y a d'autres espèces des milieux ouverts qui se sont installées. Il y a le moineau friquet, il y a les hirondelles, il y a les alouettes. Donc le milieu agricole est aménagé par l'homme et un milieu très très favorable pour d'innombrables espèces, y compris donc la chevêche. Une carte de répartition régionale, enfin ex-région Auvergne. Donc, elle a une large répartition sur le territoire auvergnat. Elle va délaisser les zones de moyenne montagne. Donc, si vous allez vous balader dans le Sancy, dans le massif du Cantal, sur la Margeride ou sur le Mézin, il y a très peu de chances de l'observer. En dessous de 1000 mètres d'altitude, c'est une espèce qui va être très très rare. Ces zones de prédilection, bah, ça va être les zones de bocage. Donc là, essentiellement, donc les points rouges hein, correspondent au nombre de mailles certaines, hein, c'est-à-dire qu'on a une reproduction certaine de la chevêche sur ces mailles-là. En orange, ce sont donc les mailles
probables, donc des indices de nidification qui montrent une probabilité de la nidification de cette espèce. Et en jaune, c'est donc les mailles possibles où on a observation d'un oiseau ou de plusieurs oiseaux à un moment, enfin, notamment en période de nidification. Donc pour revenir à ces zones de prédilection, les territoires de prédilection, ça va être essentiellement le bas livradois, ça va être le bocage dans le département de l'Allier et également le bassin d'Aurillac et la Châtaigneraie. Alors, une photo qui représente un milieu favorable à l'espèce, donc ça va être des zones de prairies. Ça va être bien sûr des arbres, ça va être des alignements d'arbres, des haies, des arbres isolés. La chevêche, elle a besoin bien sûr de zones où elle va pouvoir chasser. Donc ces zones de chasse, ça va être les prairies où elle va trouver des micro-mammifères, des insectes, des vers de terre. Et puis, il va lui falloir bien sûr dans ce milieu des sites de nidification, des sites de repos, des gîtes où elle va pouvoir passer la journée. Donc ces gîtes vont être essentiellement dans des cavités d'arbres, notamment des arbres isolés. Et parfois, elle va investir aussi le bâti. Donc le bâti qui est sur la droite de la photo peut être aussi un site soit de nidification ou un site de repos de la chevêche. Elle a besoin de trouver des infractuosités, des cavités pour pouvoir s'installer. Une autre zone de prédilection, ça va être bien sûr ce qu'on appelle les arbres têtards, les trognes aussi. Donc ces arbres qui ont été taillés, entretenus au fil des siècles et qui ont un gros tronc et avec un houppier étalé. Et ce sont des arbres sur lesquels on va avoir très souvent des cavités et la chevêche va essentiellement investir ces sites. Moi, les suivis que je peux faire sur le secteur de Bion, Borlétan, Bonja, je connais quelques sites de nidification, notamment sur ces arbres têtards, donc soit sur du peuplier têtard, soit sur du saule têtard, et puis après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur des zones de verger, donc des noyers, des pommiers, où on a des vieux fruitiers avec ce type de cavité. Et puis quelques secteurs où on a aussi des zones de nidification, comme je vous l'ai dit, sur le bâti, enfin, dans le bâti. Alors, donc, différents sites de repos, comme je vous l'ai dit, hein, donc les arbres creux. Bien sûr, elle va utiliser aussi des nichoirs qu'on peut fabriquer et installer. Donc, au niveau de la reproduction, les couples se forment plutôt se forment en fin d'hiver. Les chants sont émis principalement au mois de mars. On peut l'entendre aussi, bien sûr, en avril. Et la ponte est déposée vers fin avril. Et la nichée comprend entre 2 et 5 jeunes. Ces jeunes vont s'envoler vers la mi-juin, donc les jeunes vont rester à peu près 5 semaines au nid. Bien sûr, s'il y a des aléas climatiques ou d'autres aléas, il peut avoir une ponte de remplacement. Donc bien sûr, l'envol des jeunes va être décalé même courant du mois de juillet. Autre caractéristique, c'est que les jeunes, comme beaucoup de jeunes rapaces nocturnes, ils vagabondent assez facilement sans savoir voler. Et beaucoup de jeunes chevêches sont soit prédatés par les chats, parfois les chiens, par des prédateurs naturels, bien sûr, et parfois des particuliers nous ramènent des jeunes chevêches trouvés au sol, nous les ramènent donc au centre de sauvegarde de la LPO.
L'idéal, enfin ce qu'on propose, c'est que s'il n'y a pas pas de chat, pas de prédateurs à proximité de là où les oiseaux ont été trouvés, c'est de les remettre là où les particuliers l'ont trouvé, donc sur une branche, sur un point haut. Si le site de nidification est connu, ben aussi de nidification, les adultes vont continuer à les nourrir. Il n'y a il y a pas de problème par rapport à ça. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, au centre de sauvegarde, on récupère à peu près une dizaine de jeunes chevêches et ensuite, bah, on les garde jusqu'à l'automne et ensuite on les relâche sur les sites propices ou sur les sites là où ils ont été trouvés. Au niveau des ressources alimentaires, du régime alimentaire, donc la chevêche s'intéresse aux petites proies, donc des micro-mammifères, oiseaux, des insectes, lombriques. Euh, Dans une étude, on estime à 60% d'insectes, une trentaine de pourcents de micro-mammifères et le reste en reptiles et oiseaux. Par contre, en biomasse relative, les insectes représentent que 2%, alors que les micro-mammifères, 91%. Donc forcément, quand en période de nidification, quand à l'élevage des jeunes, il sera peut-être plus favorable aux adultes de prélever des micro-mammifères pour nourrir les jeunes. Au niveau des prédateurs, bien sûr, bah, il y a la fouine, qui est un prédateur de la chevêche. Tout simplement, c'est qu'elle utilise les mêmes habitats. Elle se côtoie. Donc, forcément, la fouine va prélever les œufs, peut prélever bien sûr les jeunes. Les corvidés aussi peuvent être prédateurs de la chevêche. Les rapaces, alors l'épervier, l'autour des palombes, et également la hulotte. Hein, donc la hulotte dont je vous ai parlé au tout début, rapace nocturne, qui est également un prédateur de la chevêche. Alors, je vous ai mis donc une photo, pareil, d'un habitat, d'un paysage très très favorable à la chevêche. Euh, Tout simplement, c'est que ces territoires, malheureusement, avec le temps, euh, pour certains territoires, ont changé. Euh, la chouette chevêche décline nettement depuis une cinquantaine d'années. Euh, les populations de chevêches dans les années 1960 à l'échelle nationale étaient donc de 100 000 couples. Et aujourd'hui, on est à 30 000 couples de chevêches qui vivent dans nos campagnes. Donc, elle est toute particulièrement menacée dans notre région en raison donc, de la disparition progressive de son biotope, due notamment à l'intensification de l'agriculture euh, et notamment avec l'utilisation aussi des produits phytosanitaires. Euh, un exemple, c'est-à-dire que ça, c'est une photo qui a été prise sur un secteur aux alentours d'Augerolles, Sovia. Euh, C'était un territoire qui, au départ, était très, très favorable à la chevêche. Il y avait des arbres isolés, il y avait des prairies, il y avait des haies. Et donc, avec l'intensification, ces milieux, ces micro-habitats favorables à la chevêche ont disparu au détriment notamment de la culture de l'herbe. Et sur certains secteurs où la chevêche était bien présente, euh, elle a totalement disparu parce on a de la maïsiculture intensive aujourd'hui. Donc ça, je pourrais vous en reparler dans quelques diapos.
Alors, les autres impacts sur la chevêche, c'est donc bien sûr la disparition des haies. Bon, les parcelles s'agrandissent. Un arbre isolé au milieu d'une parcelle, parfois, l'exploitant agricole préfère retourner sa prairie et donc pour en faire la culture de l'herbe ou une autre culture céréalière, va enlever cet arbre isolé. Donc ça va être encore un habitat qui va disparaître au détriment de la chevêche. Et il y a autre chose aussi, c'est l'urbanisation de nos villages, des lieux-dits. Donc ça, c'est une photo qui a été prise notamment sur la commune de Glenn-Montaigu. Donc on voit des maisons, des lotissements contemporains qui se sont installés sur des milieux qui étaient certainement au départ favorables à la chevêche, un verger, une prairie, toujours pareil, une haie. Et bah voilà, la chevêche qu'on peut retrouver aussi au sein des villages va avoir un peu moins de sites propices pour pouvoir s'installer. Alors, elle peut nicher au sein des villages dans une grange, dans un vieux bâtiment. C'est vrai qu'avec ces bâtis modernes, contemporains, euh, ils ne vont pas offrir de gîtes, de cavités qui vont être propices à l'installation de cette espèce. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais bon, enfin voilà. Après, bien sûr, l'utilisation des pesticides, la concentration des pesticides dans les réseaux trophiques, avec bien sûr moins d'insectes, moins de proies, et aussi les contaminations d'une espèce qui est au sommet de la chaîne alimentaire. D'autres menaces, alors ça va être, alors parfois on retrouve des oiseaux et notamment des chevêches dans les conduits de cheminée. Bon, il y a eu un énorme impact aussi avec les poteaux creux, mais maintenant c'est vrai que la majorité sont tous obturés. Et puis il y a les abreuvoirs. Récemment, j'ai regardé les données mortalité via le site Faune Auvergne sur la chevêche. Et rien que sur le secteur sur lequel on a un suivi, il y avait 2 données en 5 ans d'oiseaux retrouvés morts dans les abreuvoirs. Donc, il faut penser qu'il y a tous ceux qu'on ne retrouve pas. Donc, les abreuvoirs sont vraiment des pièges mortels, alors qu'il suffit simplement de mettre un bâton ou un filet qui va permettre aux oiseaux de pouvoir se sortir de ce piège. Alors, il n'y a pas que la chevêche, hein. Moi, personnellement, j'ai déjà retrouvé des pies grièches écorcheurs dans ces abreuvoirs, et il y a forcément d'autres espèces, hein. Sans parler aussi peut-être quelques autres espèces hors avifaune. Alors, bon là j'ai fait un petit peu le tour de la chevêche. Bon, enfin, c'est très rapide, hein, en une demi-heure, il faut aller assez vite, hein, je ne rentre pas trop dans les détails. Euh, Là, ce que je vais vous présenter, donc, c'est le programme d'action en faveur de la chouette chevêche qu'on a mis en place avec le parc du Livradois-Forez. Donc, historiquement, la LPO, elle s'est engagée dans un suivi de cette espèce à partir de 1996. Donc, ça fait déjà plusieurs années, avec ce suivi donc mis en place avec le parc du Livradois-Forez. Et en 2000, il y a eu des suivis. Il y a eu plusieurs études suivies qui ont été réalisées jusqu'en 2012 et 2013. Et en 2013, suite à un suivi des populations de chevêches, notamment à travers le suivi des malchanteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte diminution, même c'était assez catastrophique. Et c'est pour ça qu'on a sollicité le parc à partir de 2015 pour mettre en place un programme d'action. Alors le programme d'action, il y a plusieurs choses. Donc il y a un inventaire des malchanteurs sur 6 communes, donc qui sont les communes de Régnat, Glenn-Montaigu, Bord-l'Étang, Neuville, Bonjas et Mosin. Il y a l'installation de nichoirs avec suivi de nichoirs.
il y a relâché de jeunes chevêches issus du centre de sauvegarde, et puis rencontrer donc le monde agricole et les particuliers sur le terrain pour déjà présenter l'espèce et ensuite apporter des conseils pour maintenir les habitats qui vont être favorables à cette petite chouette. Et puis, bien sûr, après, il y a des actions de communication et de sensibilisation. Moi, je suis intervenu en 2015-2016 auprès des écoles pour sensibiliser notamment à cette espèce. Alors, la zone d'étude, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est à proximité de Billon. On va dire qu'elle est entre Billon et Thiers. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà parlé des communes. Donc, il y a 6 communes sur lesquelles il y a vraiment ce programme d'action qui est mis en place. Alors, donc, là, on est sur la commune de Bord-l'Étang. C'est pour vous parler donc notamment du suivi des malchanteurs qui est réalisé. Donc, il y a eu un suivi en 2019 et en 2020, récemment. Et puis, le prochain suivi des malchanteurs aura lieu en 2022. Donc, je ferai un passage notamment en mars et avril. Donc, on a ce qu'on appelle des points d'écoute. Les points d'écoute sont placés sur les zones les plus favorables, c'est-à-dire qu'on va exclure bien sûr les zones forestières où la chevêche ne va pas être présente. On essaye d'avoir des points qui sont distants à peu près de 500 mètres, parce que la chevêche son champ porte à peu près à cette distance-là. Et ce qu'on va faire, donc, on va faire 2 passages. On fait un passage donc au mois de mars et un deuxième passage en avril. Donc il y a un protocole qui est assez spécifique. On fait ce qu'on appelle de la repasse, mais le protocole au départ, c'est vous êtes sur un point, donc à la tombée de la nuit. Vous faites dans un premier temps 2 minutes d'écoute. Si vous entendez un individu ou plusieurs individus, bien sûr, vous le notez, vous le saisissez directement sur Naturalist. Si vous entendez rien, au bout de ces 2 minutes, vous utilisez donc, moi c'est ce que j'utilise, hein, une petite enceinte, et on va passer le chant du mâle de chevêche. Et c'est un oiseau qui répond assez bien, hein. Si la chevêche est présente sur un secteur, dès que vous passez le chant, il y a de grandes chances qu'elle réponde. Donc le protocole, c'est 2 minutes, on écoute. Si on n'entend rien, on fait une repasse de 30 secondes et ensuite on écoute 30 secondes. Si elle répond, et ben pareil, on le saisit. Si on n'entend rien, on fait une repasse d'1 minute et on écoute 1 minute. Et après, si on n'a rien entendu, on note qu'on n'a eu aucun contact sur le point d'écoute. S'il n'y a pas de réponse, hein, il faut être bien clair, c'est que nous, on ne va pas insister, hein. Il faut éviter l'utilisation abusive de la méthode de la repasse, parce que ça peut se révéler assez stressant pour les oiseaux. Donc voilà, on a un protocole qui est assez cadré, et voilà, ça sert à rien de passer le chant de la chevêche pendant plusieurs minutes si sur le territoire on n'a rien entendu. Alors, ça, c'est les résultats. Donc, on avait déjà des données en 1994, 95. Donc, ça, c'est. Alors, j'ai vraiment pris l'exemple du suivi de Bord-l'Étang. J'aurais pu prendre également sur une autre commune, notamment Bonja, Mosin ou Glen Montaigu. Donc, on voit les nombres de sites occupés. Donc, en 94, 14 sites occupés. Et on est monté jusqu'à 31 sites occupés dans les années 2000, 2002, 2004. Et en 2012, on a déjà eu
une diminution avec plus que 16 sites occupés. Et en 2013, donc là, des résultats catastrophiques. Alors après, est-ce que il y avait des mauvaises conditions météo? Après, bon, enfin voilà, ça a été difficile à expliquer. Et c'est pour ça qu'à partir de 2013, comme je vous l'ai dit, on a lancé ce programme d'action en faveur de la Chevêche. On s'est rapproché du parc pour avoir un petit peu plus d'analyse par rapport justement à la baisse de ces malchanteurs. Euh, donc moi j'ai fait les suivis en 2019 et en 2020 et donc on a, enfin je vais prendre la dernière année, en 2020 on a 13 sites occupés, c'est-à-dire que les sites occupés, on considère que si j'entends un mâle chanteur au premier passage au mois de mars et je l'entends une deuxième fois au passage d'avril, je considère que le site est occupé. Si je l'entends que sur soit un passage en mars, soit un passage en avril, je considère que le site il est possible. Donc là, on est à 13 sites occupés pour 4 possibles. Je ne vais pas m'attarder sur Glen Montaigu parce que je vois que le temps passe. Je vais passer tout de suite à un travail qui a été réalisé avec Clément Roland, qui est un ancien collègue de la LPO là, qui est parti récemment, qui a fait une analyse des habitats. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'identifier les éléments de l'habitat qui impactent le succès reproducteur de la chevêche. Euh, donc, on a une cartographie des habitats avec les zones de culture, les zones de forêt, les prairies permanentes, les prairies temporaires, les surfaces bâties. Et ensuite, on a défini des habitats favorables ou peu favorables, hein, alors plutôt à dire d'experts, hein, c'est-à-dire que on considère que les zones de grande culture, de maïsiculture, forcément, ça va être des zones très défavorables pour la chevêche. Et au contraire, des haies, des arbres têtards, des prairies permanentes vont être plutôt favorables. Et donc, on a ce travail de cartographie qui a été réalisé. Et donc, sur la carte de droite, les mailles qui sont en violet foncé sont les habitats, enfin les mailles qui font 1 km², qui vont être les plus favorables. Et ensuite, les points rouge, jaune et orange sont toutes les données de chevêche qu'on avait. Donc, toute la zone, bien sûr, de grande culture qui est en rouge sur la carte de gauche, qui est représentée aussi en habitat défavorable sur la carte de droite, et on voit bien sûr que la chevêche est très peu présente. Alors après, vous allez me dire, il y a certains secteurs où on a des mailles avec le violet très très foncé, donc des zones très très favorables, où on n'a pas de données de chevêche. Alors, peut-être plusieurs explications. C'est des secteurs où il y a des forêts qui sont en périphérie de ces zones favorables et notamment des secteurs où moi j'ai entendu assez régulièrement la hulotte. Et étant donné que la hulotte est un prédateur de la chevêche, peut-être qu'elle s'éloigne de ces zones-là. Après, j'ai remarqué quelque chose. Alors après, enfin voilà, c'est mon avis personnel, c'est qu'elle va délaisser les zones où il y a un peu de dénivelé. Elle va préférer des zones vraiment de grandes prairies sur des zones de plat. Et dès que c'est un peu plus vallonné, j'ai quand même beaucoup moins de contacts de chevêche. Alors après, peut-être que c'est aussi le fait que au niveau de l'écoute, on peut avoir peut-être un peu plus de difficultés. Alors, au niveau du programme d'action, il y a eu fabrication de 35 nichoirs, mais bon, on est passé à 34 parce qu'il y en a un qui a été détruit. Donc, installation de 34 nichoirs sur l'ensemble des 6 communes.
donc, qui ont été installés, les premiers en 2016. Et cette année, enfin, en 2022, on va continuer d'installer d'autres nichoirs. Il y en a 5 qui sont programmés. Donc, on va arriver à pratiquement 40 nichoirs sur l'ensemble des 6 communes. Donc, les nichoirs sont installés. Enfin, on fait déjà un travail en amont pour repérer des sites propices. Ensuite, on rencontre les particuliers, les agriculteurs, les exploitants agricoles, pour savoir s'il y a la possibilité d'installer ces nichoirs. Donc, bien sûr, on les installe sur les habitats, les territoires les plus favorables. Généralement, on est plutôt, enfin, plutôt écouté et ça pose aucun problème à la grande majorité des personnes qu'on peut rencontrer pour installer un nichoir. Au contraire, on a même des personnes qui suivent les nichoirs, des particuliers qui suivent les nichoirs qui sont installés sur leur propriété. Donc voilà, ça permet d'avoir aussi des informations sur la nidification ou sur l'utilisation de ces nichoirs. Alors, bien sûr, nous, chaque année, on fait un contrôle des nichoirs. Je fais un passage plutôt fin juin, début juillet. Je passe donc, on prend l'échelle, on monte au nichoir et on vérifie si le nichoir a été utilisé. Tout simplement, alors, le souhait, c'était de ne pas vérifier les nichoirs vraiment en période d'élevage des jeunes, de façon à ne pas perturber la reproduction, la nidification. Donc l'objectif, hein, c'est vraiment de passer après reproduction. Parfois, comme je vous l'ai dit, il y a des pontes de remplacement et on peut trouver des oiseaux comme sur la photo où on voit les poussins. Ça, c'est une photo qui avait été prise aux alentours du 20 juin 2017. Donc là, les oiseaux étaient censés, enfin les jeunes étaient censés être à l'envol. Et là, certainement donc une ponte de remplacement. Et donc, il y avait encore des poussins. Le plus gros doit avoir une quinzaine de jours et le plus petit 10 jours, quoi. Donc, des fois, on a quelques surprises. Alors après, ça prouve que les nichoirs qui ont été installés sont bien utilisés par la chevêche. Et donc, comme je vous l'ai dit, un passage juin-juillet pour voir donc si les nichoirs sont occupés. Donc des fois, on va retrouver des plumes, on va retrouver des pelotes de rejection. On peut retrouver aussi des restes de repas. Cette année, en vérifiant, moi, je suis tombé sur un nichoir où il y avait plusieurs restes de nourriture, des campagnols, des micro-mammifères. Donc là, c'était plutôt un nichoir utilisé en tant que garde-manger. Et pour terminer, on fait aussi donc un passage à l'automne. Donc ça, c'est notre équipe technique, donc Grégory et Anthony, qui passent en octobre ou en novembre pour la maintenance de ces nichoirs, voir s'ils sont bien fixés, bien installés. On les nettoie, bien sûr, parce que beaucoup de nichoirs sont utilisés par d'autres espèces, par les étourneaux, parfois les mésanges. Les mésanges utilisent les nichoirs pour pouvoir nicher. Donc, on nettoie les nichoirs chaque automne et on rajoute aussi un petit peu de litière, notamment un peu de sûre, pour qu'ils soient fonctionnels pour l'hiver-printemps suivant. On a donc ensuite, donc comme je vous l'ai dit, un programme par rapport au relâché de chevêches issus du centre de sauvegarde. Et à ce jour, depuis 2015, on a relâché 32 jeunes chevêches sur les 6 communes concernées par le programme d'action. J'ai mis cette diapo, je voulais juste faire un focus sur le travail qui est réalisé par le groupe d'Ambert, donc le groupe local d'Ambert.
Je ne sais pas si parmi les participants, il y a des personnes qui font partie de ce groupe. Tout simplement, c'est que je voulais mettre en avant le gros travail qui est fait par les bénévoles de ce groupe depuis 2009. Donc, ils ont installé une soixantaine, enfin 60 nichoirs sur les communes dans le bassin d'Ambert, sur Augerolles, Courpierre. Et ils font également un suivi des malchanteurs tous les 5 ans. Donc voilà, une action bénévole en faveur de l'espèce que je souhaitais mettre en avant et un gros travail qui est réalisé par ce groupe. Alors, quelques photos pour illustrer les différentes actions. Donc, bien sûr, l'installation de nichoirs, la préservation des habitats, donc là, notamment les peupliers têtards, les haies, plantation de haies. Donc ça va être un travail qui va être surtout réalisé en 2022, suite notamment au travail d'analyse cartographique. On va essayer de rencontrer notamment les exploitants agricoles sur lesquels les territoires sont les plus favorables pour la chevêche, pour les sensibiliser à l'espèce et puis apporter aussi quelques conseils. Alors, conseils par rapport aux abreuvoirs, la possibilité de préserver un arbre isolé, un arbre tétard, une haie. On va travailler bien sûr en collaboration avec le parc du Livradois-Forez. On est sur la zone Natura 2000 Plaine des Varennes et voir s'il n'y a pas la possibilité d'avoir quelques actions financées pour que justement les agriculteurs puissent préserver les habitats les plus favorables. Et je crois que j'en ai terminé. Bon, j'ai dépassé un petit peu. Ok, super. Je suis allé un petit peu vite, hein, je suis désolé, mais Non, mais c'est un peu c'était court. Je ferme le diaporama. c'était le challenge. Une demi-heure de présentation et une demi-heure de questions-réponses. Alors du coup, je vous renvoie la balle pour vous demander si vous avez des questions, que ce soit sur la chouette et comment la reconnaître, ou alors sur les actions menées dans le parc Livradois. Voilà. Je vois qu'il y a le groupe d'histoire qui lève la main. Oui, c'est Marie-Vonne là. Bonsoir. Moi, j'ai deux petites questions. Concernant le suivi là sur Bord-l'Étang, pour l'année 2013 et 2019, il y a un chiffre, enfin il y a deux chiffres, il y a le 8, après il y a la parenthèse avec plus 8 et point d'interrogation, et 2013 c'est 3 plus 2 points d'interrogation. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, les points d'interrogation, c'est c'est les sites possibles. Donc, tu as en 2013, tu avais trois sites occupés. C'est-à-dire que là, suite à la prospection, donc à l'époque, c'était Jean-Jacques Lallemand, qui avait fait le suivi. Donc, il a entendu lors des deux passages, il a entendu un mâle chanteur. Donc là, c'est certain, donc il considère que le site est occupé. Et il a dû faire, donc, il a dû entendre un mâle, enfin deux mâles chanteurs que sur une des sessions. Et donc, c'est le point d'interrogation qui dit, bah voilà, enfin, il y a deux sites possibles, tout simplement. D'accord. Voilà. Et pour 2019, c'est pareil, c'est 8 possibles ou 4 possibles pour 2020. D'accord. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux pelotes de réjection. J'aurais voulu savoir un petit peu quelles étaient leurs tailles pour pouvoir éventuellement les reconnaître. Oh bah, c'est très petit, hein, Eh oui, j'ai pas de photos, mais on est à des choses qui font 4 cm, quoi, 4-5 cm. À d'accord. comparer d'une pelote de Grand-Duc, tu peux pas te tromper, hein. Oui, ça je m'en doute. Ouais, ouais. Après, les pelotes de chevêche, elles sont très difficiles à trouver. À part dans les nichoirs ou dans les cavités où elles nichent, Dans les greniers. tu auras plus de facilité à trouver des pelotes d'effraie. Les pelotes d'effraie sont beaucoup plus grosses que les pelotes de chevêche, hein.
D'accord, merci. Mais je pense que, il est possible de trouver des informations sur. Bon, il y a un très bon bouquin sur la chevêche. Euh, j'ai plus ça doit être la chouette chevêche, hein, le titre, où il y a toute la biologie. Ils font aussi certainement une analyse par rapport aux pelotes. Donc il y a vraiment un bouquin qui est très très bien une monographie sur cette espèce, quoi, que tu dois peut-être trouver au catalogue LPO. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Est-ce que la présentation a été claire? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire des suivis chevêches? Je pose des questions. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas du tout, je pense. Il y a des nouveaux peut-être, qui ont peut-être plus de questions. Mathieu, à un moment, a dit qu'on peut rentrer les données sur Naturalist. Alors, en fait, il y a une application sur téléphone qui permet de mettre, voilà, j'ai vu tel oiseau à tel endroit, c'était tel jour, pardon. Et du coup, ça permet d'alimenter nos bases de données. Il y a aussi un site qui s'appelle Faune Auvergne. Mais là, du coup, c'est sur l'ordinateur et sur le téléphone, c'est Naturalist. Je vois que Cyril a levé la main. Oui, bonsoir. J'ai juste une petite question par rapport. J'ai pas entendu tout à l'heure les précisions que tu as apportées. Jusqu'à quelle altitude on peut la trouver? En dessous de. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Au-delà de 1000 mètres, ça va être très très compliqué de l'observer. D'accord. Après, là, sur le secteur d'études, on est à 500 mètres d'altitude à peu près, peut-être un peu moins. Alors, après, moi, elle est présente sur le plateau du Devès, en Haute-Loire. Donc à peu près à 900 mètres d'altitude. Après, le plateau, il peut monter à 1000, mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on a dépassé les 1000 mètres, elle est très peu présente, hein. Si vous allez vous balader dans le Sancy, le massif du Cantal, là, c'est une espèce que vous verrez jamais, clairement. Oui, voilà, c'était un peu, oui, parce que moi je suis sur Saint-Floret en fait. Je pense qu'il y a des secteurs. Saint-Floret, alors on n'est pas loin, hein. Moi, je suis à Aulois. Et alors, à Aulois, l'espèce était connue dans les années 90, peut-être 2000. Et là, elle a totalement disparu. Et Aulois, on est à 700, 800 mètres d'altitude. Euh, là, il faudrait plus aller du côté de Saint-Sandoux pour l'observer, quoi. D'accord. Voilà. Oui, puis comme tu disais, il y a aussi sûrement de la concurrence avec la hulotte, pardon, qui est bien présente chez nous. Oui, aussi, oui. Bon, alors après, bon, c'est pas toujours évident, hein, parce que bon, je vous ai dit que sur certains secteurs, il y avait des densités de hulottes très très importantes et on avait très très peu de données de chevêche. Et puis à l'inverse, à chaque fois que je passais sur un site, sur un point d'écoute, j'entendais les deux espèces, hein. J'entendais la hulotte en milieu forestier et puis 1 kilomètre plus loin au milieu ouvert de prairies permanentes, j'entendais la chevêche. Donc des fois, il faut, enfin voilà, c'est pas la nature, c'est jamais, C'est jamais arrivé. Tout est possible. tout est possible, oui. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe d'Ambert? Parce que le groupe d'Ambert a été très actif dans l'action de sauvegarder les chevêches. Apparemment non. Après, c'est vrai, bon, comme l'a dit Audrey, parce que le suivi des nichoirs, ça prend énormément de temps.
aujourd'hui, nous, on a des financements via le parc du Livre de Forez, mais il est peu probable que ces financements continuent après 2023. Enfin bon, on croise les doigts, mais enfin voilà, on n'est jamais sûr de rien. Et c'est vrai que ces nichoirs sont installés aujourd'hui. Le but, c'est que ils soient suivis le plus longtemps possible. Donc c'est vrai que après, s'il y a des personnes qui habitent le territoire de Billon, euh, ou même le territoire d'Ambert, hein, puisque je pense que le groupe d'Ambert cherche aussi d'autres bénévoles pour suivre ces nichoirs. Enfin voilà, n'hésitez pas, hein. On peut avoir un petit temps de formation, d'accompagnement, et puis arriver à suivre ces nichoirs dans le temps, ça sera très très important. J'ai vu qu'il y avait Aurélien qui était dans la liste des participants. Aurélien, il a eu un programme d'installation de nichoirs sur la commune de Sébaza, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est pareil, hein, sur Sébaza, les nichoirs sont installés, donc il faut le suivi dans le temps. Donc ça, enfin voilà, c'est vraiment du temps qui peut être précieux pour faire le suivi, en tous les cas. Ah, Aurélien, c'est Blanza, pardon. Sur Blanza. Tu en as installé combien sur Blanza? Actuellement, il y en a 5 et il va y avoir un 6e en 2022 qui va être installé. Là, j'ai fait un petit suivi cet hiver. Pour l'instant, il n'y a pas eu Enfin, dans le secteur, j'en ai pas trouvé. Par contre, on en a relâché 13 du centre de sauvegarde sur la commune. Donc, j'espère que ça va fonctionner pour cette année. Ok, ouais. Oui, Blanza me semblait peut-être, oui, c'est plus favorable avec ces zones de verger que Sébaza. Bon, Sébaza, il y a quelques vergers aussi, mais Blanza est connu pour la production de pommes, notamment. Alors, je vois qu'il y a un message dans la conversation. Il met un mot sur la morphologie du nichoir. Oui, alors, c'est une grosse caisse. Enfin, c'est assez volumineux. Après, je peux peut-être repartager. Alors, attendez. Je vais juste. Je repartage rapidement. C'est bon pour tout le monde? Oui. Audrey, tu vois. Oui. Donc, les nichoirs, ils sont assez volumineux, assez lourds. Et donc, l'installation, ça demande aussi au minimum deux, voire trois personnes. Donc, ce qui peut poser question, c'est ce tube en PVC à l'avant du nichoir. Donc, c'est un système anti-prédation, notamment pour que les fouines ou les autres, enfin, ou martres, ne puissent pas accéder si facilement à l'entrée du nichoir. Donc, avec ce système de PVC, ça va être beaucoup plus glissant. Donc, voilà, après, c'est un dispositif anti-prédation. Ensuite, vous avez sur la photo de gauche une ouverture qui va permettre justement de contrôler le nichoir. Donc à la base, c'est là où on va mettre de l'assure. Et donc la chevêche va vraiment nicher sur le fond du nichoir. Après, au niveau exposition, comme tous les nichoirs, on préconise plutôt sud-est. Donc le trou d'envol. Bon, alors après, des fois, en fonction de la disposition des arbres, c'est pas toujours évident d'installer le nichoir sur cette orientation, mais on essaie de le faire. Voilà.
Et après, on les installe à 4-5 mètres de haut en règle générale, quoi. Et donc on les installe donc sur les arbres supports, enfin essentiellement sur les arbres, et on en a installé aussi en façade de bâtiments de grange. Voilà. Donc on en a installé 3 comme ça là en façade de grange. Les propriétaires ne voyaient pas d'inconvénient qu'on puisse les installer de cette manière-là. Ok. Didier, ça répond à ta question? Alors après, je vois dans la conversation qu'il y en a que... Oui, alors c'est vrai que au catalogue, il y a les nichoirs sont... Alors le Schwegler notamment, je crois, alors ça doit être du béton de bois, donc avec un 12 kilos, donc enfin voilà, c'est pas négligeable. Après, vous avez différents modèles hein, de nichoirs. Hein. Ceux qu'on a installés, ceux qu'on a... Alors, c'est pas nous qui l'avons fabriqué, c'est un particulier qui les a fabriqués, enfin qui avait une petite entreprise de menuiserie et qui nous a fabriqué les nichoirs, donc les 35 nichoirs plus les 60 nichoirs du groupe d'Ambert. Bon, malheureusement, cette personne est partie dans une autre région, donc il va falloir, enfin si on veut fabriquer des nichoirs en nombre, il va falloir qu'on trouve d'autres personnes. D'ailleurs, je peux lancer un appel hein, si parmi vous, vous connaissez des personnes, des menuisiers, des gens qui bricolent un petit peu, qui seraient susceptibles de nous concevoir enfin, de fabriquer des nichoirs, ben, n'hésitez pas à nous faire passer l'information. Pour l'instant, nous, enfin, les 5 nichoirs qu'on va installer les prochaines, on l'a fait en interne avec notre équipe technique. Il y avait 5 nichoirs, donc sur 5 nichoirs, ça va, mais s'il y a 20 nichoirs à fabriquer, ben forcément, ça prend plus de temps. Il faut trouver le bois aussi. Donc voilà. Alors tout à l'heure, il y avait Apikipian qui avait la main levée et qui l'a baissée. Je ne sais pas si vous avez toujours une question. Il faut, là, on vous entend. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, oui. C'est bon, je vous entends très bien. Je voulais savoir quelle surface de territoire était nécessaire à une chouette pour assurer sa survie, quoi. Alors les territoires sont pas très très grands en règle générale parce que sur les cartes que je vous ai montrées, notamment sur la commune de Bord-l'Étang, on a des territoires qui se chevauchent. Ça va surtout dépendre de la ressource alimentaire et de l'habitat favorable. Donc on est sur des habitats parfois qui sont en dessous d'1 km². Hein. Donc tout va dépendre vraiment de la ressource alimentaire. Hein. Oui, c'est petit, Par quoi. contre- Ça fait 100 mètres, quoi, grosso modo. Par contre, enfin, je l'ai peut-être pas dit pendant la présentation, ce qu'il est important, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs cavités sur un territoire. Le couple sur son territoire, au fil de l'année, va utiliser 4, 5 gîtes différents. Garde-manger, repos, site de reproduction, site de nidification. Et ils vont tourner sur ces différentes cavités au fil des mois, au fil des jours. Ça peut être aussi un moyen pour éviter aussi la prédation. Hein. Si la chevêche était toujours au même endroit, bah, ça serait forcément plus facile pour la fouine de la localiser. Donc voilà, c'est très très important d'avoir ces cavités en nombre, d'où l'installation aussi des nichoirs. Hein. Donc bon, un saule tétard, un coup de vent, bah, il va disparaître. Bah, ça va être un gîte en moins. Donc si on installe un nichoir, bah, ce nichoir va pouvoir être utilisé soit pour la reproduction, soit pour un autre moment de l'oiseau.
Ok, merci. Alors, il y a Irène aussi qui lève la main. Oui, bonsoir. Mathieu, est-ce que tu as une idée sur les causes d'entrée au centre de soins des Chevêches? Pardon? Est-ce que tu as une idée des causes d'entrée au centre de soins des Chevêches? Ah bah, Est-ce que la c'est majorité, c'est les des jeunes. collisions La majorité, c'est essentiellement des jeunes qui sont trouvés au sol. Et donc, c'est les particuliers qui nous les rapatrient directement. Alors après, il arrive parfois qu'on ait quelques adultes. Bon, après, ça peut être collision routière, ça peut être d'autres. Mais à 95%, c'est quand même des jeunes de l'année, quoi. Et en plus, Mathieu, c'est des jeunes qui sont pas blessés, c'est ça, de ce que je Oui, oui, comprends? non, c'est des jeunes qui, enfin voilà, qui vagabondent et qui, enfin voilà, qui sont trouvés parfois à peut-être 80 mètres, 100 mètres du site de nidification. Et D'accord. Des bon, nichages. après, c'est vrai que bon, les gens qui nous rapatrient enfin, oui, qui rapatrient les jeunes chevêches sont de bonne intention, hein. Ils pensent, enfin voilà, ils ont trouvé euh, un oiseau au sol. Bon, voilà. Alors que, comme je vous l'ai dit, hein, le plus simple, enfin le geste, entre guillemets, le geste chouette, ça va être très rapidement de remettre l'oiseau là où il a été plus ou moins, enfin, plutôt bien sûr sur un point haut. Si on connaît le site de nidification, si on trouve une cavité dans un arbre, c'est de le mettre à ce niveau-là. Bon, alors après, c'est vrai que c'est jamais évident parce que dans nos campagnes, on a énormément de chats et bah forcément, une jeune chevêche qui est au sol, le premier chat qui passe, il la croque, quoi. Donc D'accord. après, Non, voilà. mais par contre, ça permet de redire que quand on trouve un jeune au sol, que ce soit une chevêche ou autre, la première des choses à regarder, c'est effectivement si l'oiseau si l'oisillon est blessé, donc du Ouais, sang, ouais, ouais. qui pend, une patte tordue. Ouais. S'il Bon, n'y a après, pour rien, quelqu'un de novice, c'est jamais évident, hein, mais bon. oui, mais Nécessaire. Ouais. Mais c'est vrai que oui, la première chose à faire, c'est vraiment enfin, notamment quand c'est des jeunes, de pouvoir les remettre sur un point haut de façon qu'ils ne se fassent pas croquer par le premier chat ou prédateur qui passe, quoi. D'accord. J'ai une deuxième question, c'est concernant sa voix. Quand tu fais de la repasse, est-ce qu'elle utilise beaucoup de cris différents? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas passé le chant. Je vais vous le passer via le Merci. téléphone. Je sais pas si ça va. J'espère que ça va pas résonner. Donc là, c'est donc le chant typique d'un mâle. Donc quand je fais la repasse, hein, bah, enfin, j'utilise mon téléphone avec mon ampli, enfin une petite ampli, et donc je passe 30 secondes. Et alors là, pour répondre à ta question, c'est que les spécialistes considèrent qu'il peut avoir 22 chants écrits différents, Ah ce qui est oui, énorme, hein. ah oui. Donc, après, celui que je viens de passer, bon, c'est le chant typique. Après, bon, on a la femelle qui a un cri un peu différent. Voilà, mais bon, 22. Voilà. Mais bon, après, sur tous les enregistrements, on va avoir le type de chant que je viens de passer, hein. D'accord. Merci. alors il y a Marie-Yvonne qui veut reprendre la parole. Oui. Entre le moment où le petit sort du nichoir ou du nid et le moment où il peut vraiment être tout à fait autonome, il peut se passer combien de temps?
Enfin, Là, autonome, ça en va tout être... cas bien volé. comment? Ou au moins, en tout cas, bien volé. Eh ben, bon, en fait, dès qu'il va sortir du nid, au bout de... Alors, c'est des oiseaux, comme je l'ai dit, hein, qui vagabondent assez facilement sans savoir voler, mais après, ben, forcément, ils vont s'émanciper, ils vont commencer à s'exercer, à battre des ailes, et assez rapidement, ils vont prendre leur envol. Après, ils vont quand même rester pendant plusieurs semaines sur le territoire des parents. Les parents vont continuer, enfin, les adultes vont continuer à nourrir. Par contre, une précision, c'est que euh, une jeune chevêche, fin d'un an, va pouvoir se reproduire. Voilà. Donc le printemps suivant, une jeune chevêche peut se reproduire. C'est de l'ordre de quoi? De quelques jours? Ah oui, oui, c'est quelques jours, Oui. oui. Oui, oui. D'accord. Ben, on va peut-être, ça veut dire que bravo Mathieu, ta présentation était magnifique, très claire, très compréhensible. Et ben après, voilà, si vous avez envie de connaître un peu plus la chevêche, voilà, de vous investir éventuellement bénévolement, bien sûr, comme disait Mathieu, avec une petite formation, un suivi sur le terrain, et ben c'est possible. Et le mieux, ben, c'est de nous contacter, soit sur le standard au téléphone, soit par mail. Après, enfin, si je peux me permettre, s'il y a des personnes qui sont sur des territoires à chevêche dont je n'ai pas parlé ce soir, bah voilà, enfin, n'hésitez pas aussi à suivre un petit peu cette espèce et puis localement, peut-être à arriver à mettre en place quelques actions qui vont être favorables, ou en tous les cas sensibiliser. Aujourd'hui, de toute façon, sur une espèce comme celle-ci, la priorité, ça va être la sensibilisation du monde agricole, clairement. Mais bon, c'est pas que cette espèce, hein, il faudrait sur d'autres espèces, le monde agricole, c'est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. Donc, enfin voilà, il faut vraiment qu'on puisse avoir une collaboration avec le monde agricole pour préserver vraiment les habitats qui sont favorables, parce qu'on se rend bien compte que dès qu'il y a une modification des pratiques agricoles, ben forcément, euh, la biodiversité au sens large disparaît clairement, quoi. Et à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez participé au Jeudi Nature Agriculture et Biodiversité, mais on a fait 3 Jeudis Nature sur cette thématique à l'automne. C'était parce que la LPO travaille donc sur le programme des paysans et des ailes. Et du coup, ben, ces vidéos sont sur le... Vous pouvez très bien les visionner sur la chaîne YouTube LPO Auvergne, si jamais voilà, ça vous intéresse. Il y en avait une sur déjà la présentation du programme, une autre sur comment dialoguer avec les agriculteurs, voilà. Enfin, on présente bien sûr ce qu'on fait, mais éventuellement, si des bénévoles veulent s'investir, là, c'est possible. Et la dernière, c'était quelles installations on peut proposer dans les fermes, enfin, dans les fermes, pour justement accueillir au mieux la biodiversité. Donc, bah voilà, je pense qu'on va conclure. On va terminer en vous remerciant. Vous étiez quand même 27, bravo, c'est pas mal. Donc, C'est le merci record, à... non? Pardon? C'est pas le record. C'est pas le record, non. Non, le record, c'était le Grand-Duc, le record. Ah oui. Ah, c'est le plus gros, c'est pour ça. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, on voit bien que dès que c'est des sujets naturalistes, ça plaît. Voilà, donc merci d'avoir été présent ce soir. Vous pourrez revisionner ou en tout cas faire partager la vidéo à ceux que vous connaissez et que vous avez envie de faire partager. Voilà, elle est aussi sur la chaîne YouTube de la LPO Auvergne. Et ben, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et aussi vous dire que les Jeudis Nature vont perdurer l'année prochaine, mais d'une manière peut-être plus espacée.
je pense qu'on va en faire un par trimestre, mais bien sûr, vous serez tenus au courant comme ce soir. Voilà, merci bien sûr à Mathieu et merci à vous tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Tu restes en ligne, Audrey, ou pas? Ouais, un peu, mais c'est comme tu veux en fait. Bon, c'est bon, on n'a rien à... Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Eh ben oui, belle fête de fin d'année à toi aussi. Bon, allez. Allez, bonne Bonne soirée. soirée, salut. Salut.